Et si je vous disais que vos opinions, vos désirs et ce que vous mangez au petit déjeuner ne vous appartiennent pas? Que tout ça a été fabriqué dans l'ombre par des hommes dont vous n'avez jamais entendu parler. Edouard Bernays, l'homme dont nous allons parler dans cette vidéo, en fait partie. Edouard Bernays est un publicitaire astro-américain. Il n'a pas seulement vendu des cigarettes et du bacon, mais il a aussi vendu la guerre et déclenché des coups d'État. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment cet homme, inspiré par son oncle Freud, a industrialisé la propagande. Il décrit lui-même la propagande par ces mots. La propagande moderne désigne un effort cohérent et de longue haleine pour susciter ou infléchir des événements dans l'objectif d'influencer les rapports du grand public avec une entreprise, une idée ou un groupe. Cette pratique, elle consiste à déterminer les circonstances et à créer des images en simultané dans l'esprit de millions de personnes. Aujourd'hui, elle participe à toutes les entreprises d'envergure. Qu'il s'agisse de financer une université, de commercialiser un film, de préparer une émission d'obligation ou même d'élire le chef d'État. L'effet attendu sur le public est créé par un propagandiste. Ce qu'il faut retenir, c'est que la propagande, elle est universelle et permanente. Elle revient à enrégimenter l'opinion publique, comme l'armée enrégimentait ses soldats. Autrefois, ceux qui gouvernaient étaient des guides et des meneurs. Ils orientaient le cours de l'histoire en faisant ce qu'ils avaient envie de faire et influençaient, naturellement, les foules. Seulement, les successeurs actuels ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent sans l'assentiment des masses. Et ils ont donc trouvé un outil plus fiable pour obtenir cet accord, la propagande. Edouard Bernays, né en 1891 à Vienne, n'était pas un simple publicitaire. Fasciné par les théories de son oncle Freud sur l'inconscient, il a compris une chose terrifiante. Les foules ne pensent pas, elles ressentent. Et si vous contrôlez leurs émotions, vous contrôlez leurs choix. Le propagandiste spécialisé est ce qu'il est maintenant convenu d'appeler un conseiller en relations publiques. Edouard, il va commencer sa carrière à 21 ans. À cette époque, on va assister à l'avènement des trusts et des firmes, entités immensément puissantes et bientôt dotées d'une reconnaissance légale, comme personnes morales, immortelles. À leur tête, on va retrouver des mercenaires que l'histoire appellera les barons voleurs, comme Andrew Carnegie, John Rockefeller, Cornelius et William. Leur recherche d'efficacité et de rentabilité va produire des phénomènes profondément inquiétants de concentration de capitaux et de formation de monopoles. En plus de générer des crises économiques à répétition, vont enrichir les Astor, les Vanderbilt et les Rockefeller, qui eux vont poursuivre leur ascension, et cela comme en temps de paix, comme en temps de guerre, en temps de crise, comme en temps de croissance. Puis en 1917, alors que les États-Unis hésitent à entrer dans la Première Guerre mondiale, Edouard, il va rejoindre la commission Krill, un organe secret créé par le président Wilson. La commission Krill accueille une foule de journalistes, de publicistes et d'intellectuels. Ils étaient également composés d'une section étrangère qui possédait des bureaux dans plus de 30 pays et d'une section intérieure. Leur mission va être de transformer une nation pacifiste en pion hystérique. Et cela sera fait avec une propagande implacable. Films patriotiques, affiches, peintures héroïques, articles dans les journaux. Ils ont même organisé des rassemblements où des foules entières criaient leur approbation pour la guerre. Ils criaient des phrases comme « rendre le monde sûr pour la démocratie ». Et en quelques mois, l'opinion publique réticente est devenue fanatique, prête à envoyer des millions de jeunes mourir. Édouard venait de prouver une chose, le consentement peut être fabriqué. Après la guerre, Édouard ne s'arrête pas là. Il met son talent au service des grandes industries. Prenez le petit déjeuner américain. Bacon et œufs brouillés semblent tout à fait naturels maintenant. Mais détrompez-vous. Dans les années 1920, l'industrie agroalimentaire américaine engage Édouard pour booster les ventes du bacon. À l'époque, les Américains mangeaient léger le matin, généralement un toast et un café. Édouard va contacter des médecins complices et leur faire publier des études bidons. Il va ensuite lancer beaucoup de campagnes publicitaires pour que le commun des mortels associe ce déjeuner-là à l'image d'une famille idéale et de travailleurs productifs. Résultat, les ventes d'œufs et de bacon vont exploser. Aujourd'hui, encore des millions de personnes mangent cela tous les matins sans savoir que c'est un publiciste qui a décidé pour eux il y a un siècle. Et j'imagine d'ailleurs qu'il s'agit de la même chose pour le lait, les céréales et le jus d'orange. N'oubliez pas que tout ce qui se vend dans ce monde a d'abord un objectif, être rentable. Édouard ne va pas s'arrêter à la nourriture. En 1929, il est embauché par une marque de cigarettes en difficulté. Le problème, c'est que les femmes ne fument presque pas, et le paquet vert ne plaît à personne. Il n'est pas à la mode.
Cependant, le patron George Hill refuse de faire changer la couleur du paquet car cela lui coûterait trop cher. À cela, Edward va trouver une solution et répondre « Si je ne peux pas changer le paquet, je vais changer la mode ». Il infiltre donc le monde de la haute couture et va pousser les créateurs à adopter le vert comme couleur tendance. Puis lors d'une parade à New York, il va payer des femmes élégantes pour allumer des cigarettes en public. Les journaux, manipulés par ses contacts, vont en faire un symbole. En réalité, ce symbole d'émancipation féminine n'était qu'une campagne pour vendre du tabac. Ainsi, des millions de femmes vont commencer à fumer pensant se libérer et être à la mode, alors qu'elles sont simplement tombées dans un piège commercial. Edward n'a jamais vendu des cigarettes, il a vendu une illusion. Mais son œuvre la plus sombre et la plus abjecte se déroule au Guatemala. En 1951, le président démocratiquement élu lance des réformes agraires pour redistribuer les terres aux paysans. Le problème, c'est que cette réforme, elle menace un géant américain qui possède près de 42% des terres du pays. Bien qu'ils exploitaient les Guatémaltèques comme des esclaves, Edward va mettre ses services au profit de cette compagnie. Avec l'aide de la CIA, il va monter une campagne de propagande où il répand des fausses rumeurs prétendant que le président est un communiste dangereux soutenu par Moscou. Il va bombarder les médias américains de fake news, articles truqués, reportages bidons et photos manipulées. En 1954, un coup d'État soutenu par les États-Unis renverse donc Jacobo. Ce qui suivra sa propagande est une guerre civile de 36 ans, dépassant les 200 000 morts, des villages rasés et des familles massacrées. Tout cela pour protéger les profits de cette compagnie, qui vendait des bananes. Edward, il a donc du sang sur les mains, simplement pour les profits de ces industries, qui considèrent leurs consommateurs comme du bétail. En 1928, Edward il va publier son livre Propagande. Je vous mets directement le lien en description vers le PDF gratuit pour le lire si ça vous intéresse, et sinon vous pouvez aussi vous le procurer facilement. Maintenant, je vais vous en lire un extrait. Il écrit « La manipulation consciente et intelligente des opinions est un élément essentiel d'une société démocratique. » Vous avez bien entendu, vous manipulez, c'est démocratique. Imaginez donc avec les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui, la puissance de la propagande. Si déjà à l'époque, rien qu'avec les journaux, c'était aussi fort, imaginez maintenant avec les réseaux sociaux. Si vous voulez compléter ce point et comprendre pourquoi la propagande a autant d'importance sur la population, je vous mets aussi le lien dans la description de ma vidéo sur le pouvoir de la narration, qui est utilisé pour manipuler, et qui était même la force principale qui a permis au peuple de se rebeller lors de la prise de la Bastille. Si vous pensez qu'Édouard est une relique du passé, vous vous trompez. Ses idées, au lieu de disparaître avec lui en 1995, se sont multipliées. Elles se sont même perfectionnées et aujourd'hui elles sont partout autour de vous. Après Édouard, ces techniques elles ont inspiré les plus grands mensonges de l'histoire. Dans les années 1950, la CIA, qui avait déjà collaboré avec Édouard au Guatemala, va lancer l'opération Mockingbird. L'objectif ? Contrôler les médias américains pour qu'on soit terrorisé par le communisme. Ils vont payer des journalistes, des noms comme Carl Bernstein l'ont révélé, pour publier des articles alarmistes. Des millions d'Américains vont vivre dans la paranoïa, voyant des rouges sous leur lit. Même Hollywood va suivre le mouvement, produisant des films comme Invasion of the Body Snatcher pour amplifier cette hystérie. Édouard avait montré la recette, la peur permet de paralyser une nation entière, et surtout, empêche l'individu d'avoir un jugement lucide et équilibré. Édouard, il avait vendu des cigarettes aux femmes, et aujourd'hui encore, les géants du tabac continuent son œuvre. Dans les années 1980, Philip Morris, maison mère de Marlboro, cible les jeunes avec le Marlboro Man, un cow-boy viril. Il savait que le tabac tue. Des mémos internes le prouvent depuis 1960. Mais ils l'ont caché et ont payé des scientifiques pour semer le doute. Maintenant, c'est prouvé, c'est même écrit sur leur paquet, mais bon, fumer c'est cool, et la mode s'est déjà propagée. En 1990, l'Irak envahit le Koweït. Les États-Unis hésitent à intervenir. C'est alors que l'agence Hill et Knowlton, la même qui avait défendu le tabac, va entrer en scène. Ils vont orchestrer un témoignage d'une jeune Kowassienne, Nahira. Cette jeune femme, elle va raconter en larmes au Congrès que des soldats irakiens ont arraché des bébés de leurs couveuses et les ont laissés mourir. L'histoire fait le tour du monde, indigne les Américains et justifie la guerre du Golfe. Mais rien de tout ça n'était vrai. Nahira était la fille de l'ambassadeur koweïtien et elle a été coachée par Hill et Knowlton pour raconter cette histoire. Et vous pensez peut-être que l'instruction est épargnée. Mais Édouard va plus loin
Et dans son livre, il affirme et dira « Une poignée d'hommes contrôle les méthodes pédagogiques de la quasi-totalité de nos écoles. » Et les gouvernements alors? Vous vous doutez bien, ils n'ont pas oublié Édouard. Et si vous vous demandez pourquoi la propagande et cette manipulation ne s'arrêtent jamais, c'est parce que ça rapporte. La GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft engagent des trillions. En 2023, Google a gagné 224 milliards rien qu'avec la pub ciblée. Et les lobbyistes comme il et Knowlton Strategy, qui ont défendu le tabac dans les années 90, vendent encore ces techniques aux plus offrants. Vous imaginez bien que les outils qu'ils utilisent aujourd'hui, Édouard, il aurait rêvé de les avoir, tellement ça facilite ce processus. Les gouvernements veulent vous diviser, les entreprises vous vendent du rêve, et les algorithmes vous enferment dans des bulles idéologiques. Chaque fois que vous cliquez sans réfléchir, que vous achetez sans vérifier, que vous croyez sans questionner, vous leur donnez raison. Vous les laissez vous contrôler. Alors la prochaine fois que vous allumez une cigarette, que vous mangez du bacon, ou que vous lisez une info, posez-vous la question, qui a planté cette idée dans ma tête? Édouard, il a passé sa vie à prouver qu'on pouvait vous faire vouloir ce que vous n'avez jamais désiré, qu'on pouvait vous faire croire ce à quoi vous n'aurez jamais cru. La première étape pour briser cette manipulation, c'est donc déjà d'en avoir conscience. Et comme j'ai dit, de se poser cette question. Qui a planté cette idée dans ma tête? Ce sera tout pour cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, toutes mes vidéos se complémentent plus ou moins. Celle sur la narration explique très bien pourquoi la propagande fonctionne, et je vais sûrement continuer ce genre de vidéos. Donc si ça vous intéresse et que vous n'étiez pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, je vous remercie, ça me fait super plaisir. On est bientôt 10 000. J'espère qu'avec cette vidéo, on va passer le cap. Ça serait vraiment génial. Si jamais vous voulez me contacter, vous pouvez venir sur Instagram. Et dans les commentaires, s'il vous plaît, veuillez rester poli et discipliné. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!